Bonjour à tous et bienvenue sur ce webinaire arrêt de longue durée, épuisement professionnel, maladie, les clés pour un retour au travail réussi. Donc, je suis ravi d'accueillir avec moi Marie et Blandine qui vont pouvoir se présenter à leur tour. Marie, est-ce que tu veux bien te présenter 2 minutes, s'il vous plaît ? Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire. Donc moi, je suis Marie, consultante en bilan de compétences sur Rennes, en Ille-et-Vilaine, et aujourd'hui régisseuse du webinaire. Et Blandine ? Donc bonjour à tous et à toutes, Blandine, je suis effectivement consultante aussi en bilan de compétences et sur la zone du 77, donc dans le bas du 77 vers Fontainebleau-Nemours. Merci à toi. Donc, quant à moi, c'est Patrick et je suis dirigeant de Ludispirit et je mène des bilans de compétences et de l'accompagnement à l'évolution professionnelle et du retour à l'emploi notamment depuis de longues années. Voilà, donc merci d'être présent avec nous et la problématique qui nous unit aujourd'hui, les clés pour une réintégration harmonieuse en fait, comment on va s'y prendre, ça va s'organiser du point de vue du salarié et du point de vue de l'employeur. Donc, du point de vue salarié, c'est comment réintégrer une entreprise dans les meilleures conditions, comment faire en sorte que ça se passe bien pour soi, pour le salarié. Et du point de vue de l'employeur, comment accompagner son salarié à la reprise de l'activité dans l'entreprise après une longue absence. Ça s'accompagne, ça s'improvise pas. C'est pas un retour après un petit arrêt de quelques jours pour une maladie diverse et variée. Là, on parle vraiment de longue durée liée à des difficultés diverses et variées du salarié. Exemple maternité, exemple burn-out, le fameux burn-out dont tout le monde parle, l'épuisement professionnel, ou autres maladies qui pourrait y avoir. Alors, d'un point de vue statistique, on a voulu démarrer par ça. 46% des salariés en arrêt de plus de 90 jours, le retour au poste se solde par un nouvel arrêt, du fait d'une mauvaise réintégration dans l'entreprise. Vous vous rendez compte, ça veut dire que quasiment la moitié des personnes qui reviennent après un arrêt longue durée retournent en arrêt consécutivement à ce retour. Ça veut dire qu'il y a une vraie problématique, ça veut dire qu'il y a un vrai enjeu autour de ce sujet-là. Après, il ne s'agit pas de trouver les raisons et qui a raison, qui a tort et comment ça se fait. Peut-être que c'est un retour prématuré, peut-être que l'accueil n'a pas été bien réussi. Je ne sais pas et ce n'est pas ce qu'on va chercher aujourd'hui. Ce qu'on va chercher aujourd'hui, c'est vraiment de trouver les meilleures solutions. Avant d'attaquer ça, je vais quand même prendre un petit moment pour nous présenter. Donc, qui nous sommes ? On est un groupement de plusieurs entreprises, Fast RH, Car RH, Ludispirit, Business Crea et Sobius. Et notre créneau, c'est l'adaptabilité et l'accompagnement pour chaque personne. Dans les activités que l'on va pouvoir proposer. Alors, si tu veux bien avancer, s'il te plaît, Marie. Voilà, oui. Donc, pourquoi nous faire confiance ? La transparence, la clarté, la bienveillance, l'accomplissement et l'adaptabilité. Je viens d'en parler. C'est vraiment notre créneau. C'est-à-dire que vraiment, à chaque fois, chaque méthode, chaque accompagnement qu'on va pouvoir procéder, l'idée, c'est que c'est pas la personne qui doit s'adapter aux méthodes, c'est nous qui devons adapter nos méthodes à la personne. Et c'est extrêmement important dans notre fonctionnement. Donc, en termes de prestations d'accompagnement à l'évolution professionnelle qu'on appelle bilan de compétences, la création à la reprise d'entreprise, la validation d'acquis d'expérience, le haut placement, c'est-à-dire l'accompagnement à la mobilité professionnelle, les formations, l'orientation scolaire, les entretiens pro et très prochainement, avec Déclic Spirit, une nouvelle marque qui va intégrer le mouvement, l'accompagnement vers la retraite. Alors, est-ce que, voilà, on revient à notre sujet, sur le retour à l'emploi après un arrêt longue durée. La loi, elle a cadré ce truc-là. Est-ce que, Blandine, tu veux bien nous parler un petit peu de ces enjeux-là ? Tout à fait. Donc, effectivement, qu'est-ce que dit la loi par rapport à un arrêt de travail de longue durée ? Donc, en fait, si cet arrêt de travail, il est supérieur à 30 jours, moins de 30 jours ou supérieur, et en fait, il y a une visite médicale, une visite de reprise obligatoire. Quand c'est le cas d'un accident de travail, là, on est sur 8 jours. Mais c'est important, effectivement, d'avoir donc cette visite de reprise pour pouvoir en fait organiser la reprise du collaborateur. Donc la visite de reprise, elle est faite par le médecin du travail. Donc, le médecin du travail, lui, il va faire ses préconisations. Il va dire d'abord si la personne peut reprendre. Donc, si elle peut reprendre, comment elle peut reprendre ? Est-ce qu'il faut aménager son poste ? Est-ce qu'il faut effectivement peut-être aussi aménager son temps de travail ? Donc là, on peut avoir aussi la mise en place d'une reprise à temps partiel thérapeutique pour permettre à la personne de reprendre en douceur et de reprendre à temps partiel. Donc, ça peut être à 50%.
On peut reprendre dans un premier temps à 50%, puis après, le médecin du travail peut dire on peut reprendre à 80% pour arriver après à une reprise totale à 100%. Ça permet effectivement aux collaborateurs de reprendre dans les meilleures conditions et de reprendre progressivement son activité. Donc ça, c'est la reprise à temps partiel. Et donc, l'employeur, il a effectivement l'obligation de réintégrer la personne sur son poste, sur le même poste qu'auparavant, même poste de travail, avec des conditions de travail similaires. Et donc, bien sûr, on ne peut pas avoir de discrimination par rapport à un motif d'arrêt, maladie, longue durée, quel que soit le motif ou pas. Voilà. Alors, on a Marie-Pierre qui précise bien que la visite de reprise est à 60 jours actuellement. Donc, je ne sais pas si... voilà. Donc, merci pour ces éclairages. Alors, on va quand même, avant d'aller un petit peu plus loin, essayer d'identifier les différents types d'arrêts qu'il peut y avoir et quelle définition et qu'est-ce que ça peut représenter. Okay. Tu veux bien nous présenter ça, Blandine ? Tout à fait. Donc, en fait, comme je vous l'ai dit, il y a l'arrêt maladie de longue durée. Donc là, ça dépendra effectivement de l'état de santé du collaborateur. Donc pendant cet arrêt, il sera couvert par les indemnités journalières de la sécurité sociale, avec possibilité aussi de complément par la mutuelle. On a tout à l'heure, tu as parlé rapidement du burn-out. C'est reconnu comme une cause d'arrêt de travail parce qu'un burn-out est lié à des conditions de travail qui vont être stressantes, c'est une charge souvent de travail. Enfin, en tout cas, c'est tout un environnement qui va provoquer ce burn-out. Donc, il peut être reconnu, alors ça dépend des cas, il peut être reconnu comme une cause d'arrêt de travail. Et pour dans ce cas-là, par rapport au burn-out, c'est vraiment important d'avoir un suivi médical et psychologique suite à ça. Après, on va passer rapidement sur l'arrêt pour mise à disposition. Ça, c'est-à-dire un salarié qui peut aller travailler dans une autre entreprise ou une autre entité. Et donc, à ce moment-là, il y aura une convention entre son entreprise d'origine, son employeur d'origine, lui, et l'entité qui va l'accueillir pendant cette mise à disposition. Et après, on va trouver le congé maternité, paternité, adoption dans le cas d'arrivée d'un enfant dans le foyer. D'accord. Oui, donc ça fait quand même pas mal de motifs, mais il y en a d'autres. Il y en a d'autres. C'est pour ça que j'attendais la suite, effectivement. Donc, il y a le congé parental d'éducation. Donc là, c'est aussi bien. Donc, le congé, ce congé-là est aussi bien pour le père que pour la mère. Donc, l'un des deux parents peut s'arrêter pour s'occuper de son enfant. Le congé sabbatique, qui va être un congé pendant lequel le collaborateur va réaliser un projet personnel. Donc voilà, quel que soit le motif de son projet, il peut demander un congé sabbatique d'une durée à définir, et donc pour réaliser ce projet personnel. Après là, on rentre dans un autre type de congé qui est le congé pour la création d'entreprise. Donc là, le salarié peut demander aussi un congé pour se consacrer à la création ou à la reprise d'une entreprise. Il peut s'y dédier aussi à temps partiel ou à temps plein. On va rentrer là dans les deux suivants sur le congé de solidarité familiale ou le congé de proche aidant. C'est en fait permettre aux salariés soit de s'occuper dans le cadre de la solidarité familiale d'un proche en fin de vie, ou le congé de proche aidant, c'est en fait un salarié qui, dans son entourage proche, vraiment dans la famille proche, s'occupe d'une personne handicapée ou dépendante, et donc il va prendre un congé de proche aidant. Et on a le dernier motif qui est suspension du contrat de travail. Là, on est plutôt sur des problématiques entre l'entreprise et le collaborateur. Ok, merci. Alors, après ce retour à ce qu'on appelle déconnexion, pour la gestion du retour après déconnexion, on a plusieurs cas en fait qui s'apparentent à ce retour. Un premier cas qui s'apparente au retour à l'emploi, un deuxième qui va être autour de l'incertitude de la reprise du poste, et un troisième où l'employeur il ne sait pas trop comment réintégrer la personne. Donc on va essayer d'éclairer ces sujets-là. Donc premier cas, retour à l'emploi. Blandine ? Ouais. Oui, comme tu dis, il y a plusieurs cas. Celui-là, en fait, c'est un des cas. Enfin, en tout cas, je trouve que c'est celui qui devrait être le plus courant, c'est-à-dire que le collaborateur, il est parti de l'entreprise pour des raisons, il a eu un arrêt de longue durée. Et donc là, en fait, qu'est-ce que doit faire l'entreprise ? L'entreprise, tout à l'heure, on en a parlé, donc la visite médicale de reprise, donc planifiée avec le médecin du travail, donc avec la notion effectivement maintenant des 60 jours. Donc toujours par rapport à ça, en fait, si la personne, elle est partie
pour des raisons de santé, et ben donc là, c'est important de voir en amont de sa reprise quels seront les aménagements donc du poste de travail à mettre en place, qu'est-ce que le médecin du travail va préconiser, aussi bien en termes d'horaire, en termes d'adaptation de son poste, pour justement bien préparer le retour du collaborateur. Soit c'est un retour qui va se faire à temps plein, soit le collaborateur peut revenir effectivement, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, de façon progressive, mais on peut aussi envisager peut-être une formation pour le remettre à niveau. En tout cas, tout ça, ça se prépare au niveau de l'entreprise, ça se prépare parce que il est important de voir aussi quels ont été les changements que l'entreprise a vécu, que l'équipe a vécu pendant la durée de l'arrêt du salarié. Parce qu'une entreprise, elle continue à vivre. Donc, si le salarié est resté très longtemps absent, effectivement, l'équipe en elle-même, elle a peut-être évolué. Il y a eu peut-être aussi au sein de l'entreprise des modifications, des nouvelles façons de travailler. Donc, il est important en tout cas de voir déjà l'aspect par rapport au salarié, quelles sont les conséquences de son arrêt de travail de longue durée pour sa reprise et quels ont été aussi les changements internes dans l'entreprise qui vont affecter la reprise du collaborateur. Donc ça se travaille en amont, et pour que ça se travaille en amont, effectivement, il faut que ça se travaille aussi avec le salarié. Donc il faut que le salarié, avant de reprendre en tout cas, ou même pendant son arrêt, maintienne une communication avec son employeur pour l'avertir de quand est-ce qu'il va reprendre, ou de l'évolution de son arrêt, parce que vous pouvez avoir aussi des collaborateurs qui s'arrêtent au début pour une durée qui ne pense pas longue, et puis finalement c'est prolongé, et donc c'est important aussi bien pour le salarié de maintenir ce lien avec l'entreprise que pour l'entreprise, pour pouvoir bien anticiper ce retour, et donc de travailler en concertation entre le salarié, le médecin du travail et l'employeur pour pouvoir préparer vraiment cette reprise et permettre aux collaborateurs de réintégrer son entreprise dans des bonnes conditions, et aussi on le verra un peu plus tard, mais de favoriser vraiment un climat qui va lui permettre de bien réintégrer son entreprise aussi. Alors, j'entends bien du côté de l'employeur, mais la difficulté également pour l'employeur, c'est de connaître la durée réelle de l'arrêt. Tu l'exprimais. Et c'est pas toujours évident, puisque des fois, c'est des arrêts qui se reconduisent, qui avancent. Donc, c'est pas évident à la fois du côté du salarié, mais surtout du côté de l'employeur, quant à la gestion déjà du volume de travail qu'il y a, et puis du retour aussi, puisqu'après, il y a d'autres personnes qui vont s'accaparer en fait les missions, plus ou moins forcées parfois. Mais donc, il faut quand même avancer sur ces sujets-là. Très bien. Et alors, il y a le côté du salarié aussi qui peut se poser la question de l'incertitude de reprise de poste. Comment ça se passe ? Donc là, effectivement, tout dépendra du motif de l'arrêt. Si on reprend, si c'est un cas de maladie longue durée, là, effectivement, le collaborateur, pendant son temps d'arrêt, lui, il va surtout privilégier sa vie personnelle, sa santé pour pouvoir reprendre. Donc là, est-ce qu'il aura les mêmes interrogations que quelqu'un, par exemple, qui aura vécu un burn-out et qui va, lui, avoir des questions complètement différentes quant à la reprise de son travail, des appréhensions, des inquiétudes. Donc là, à partir du moment où parce qu'il y a quand même une rupture, là on parle d'arrêt maladie de longue durée, donc à partir du moment où il y a une rupture avec l'entreprise, et même de façon plus générale avec le monde du travail, parce que là à ce moment-là la personne elle est en arrêt pour se soigner et pour pouvoir reprendre, c'est vrai que là à ce moment-là le collaborateur peut se dire, est-ce que j'ai envie de reprendre sur ce poste-là, est-ce que j'ai envie de retourner dans l'entreprise, est-ce que j'ai envie de travailler dans cette équipe-là. Donc il y a il peut avoir effectivement plein de questionnements, et quelles sont les options ? La première option peut être de se dire à ce moment-là, si vraiment il y a un blocage, je ne veux pas reprendre dans l'entreprise, et là on n'est pas là pour dire si c'est bien ou mal, on parle juste de situations comme ça, peut-être de pouvoir négocier une rupture conventionnelle, c'est au salarié de voir avec son entreprise si c'est possible de mettre en place cette rupture conventionnelle qui lui permettra effectivement après une période de pouvoir bénéficier de l'assurance chômage. Il y a aussi, s'il est vraiment en incertitude quant à son avenir professionnel, en se disant je sais pas trop où j'en suis, je me pose plein de questions, est-ce que j'ai envie de continuer à faire ce métier-là, et le bilan de compétences est une très bonne solution pour pouvoir lui permettre de faire un bilan, de faire un point sur ses compétences, sur ses aptitudes, et de voir qu'est-ce qui est important pour lui, vers quoi il peut se projeter, et est-ce qu'il va revenir sur le métier qu'il exerçait, ou est-ce qu'il peut carrément créer un autre projet professionnel et se former sur autre chose.
On peut aussi avoir l'outplacement avec l'entreprise qui le mettrait en place pour permettre aux collaborateurs justement de retrouver soit un emploi identique ou de se reconvertir. Et puis tout ça, en fait, c'est aussi lié avec la formation, parce qu'à partir du moment où le salarié va se poser la question de changer de métier ou de ne pas reprendre son poste et donc d'aller dans un autre contexte de travail, il aura peut-être besoin de formation pour développer de nouvelles compétences, se reconvertir par rapport à son projet professionnel. Alors, je me permets un petit éclairage à ce niveau-là. Tu parlais de bilan de compétences et de outplacement. Ces actions ne veulent pas forcément dire un départ de l'entreprise. C'est aussi une remobilisation et un moyen, en fait, parfois de retrouver des collaborateurs dans de meilleures conditions et avec des meilleures perspectives professionnelles et des enjeux professionnels beaucoup plus clairs. Donc, complètement. Moi, je le vois. Ouais, je partage juste ça. Des fois, dans mes accompagnements en bilan de compétences, je peux avoir des personnes qui sont en questionnement et le bilan de compétences leur permet de se rendre compte qu'elles aiment leur métier et qu'elles veulent continuer à le faire et qu'elles vont reprendre aussi dans l'entreprise où elles étaient. C'est pas systématiquement le bilan de compétences de se dire je vais changer de métier, je vais changer d'entreprise, je change complètement. C'est un moyen aussi pour faire le point et de vraiment aussi peut-être de se réassurer et de reprendre confiance en soi pour pouvoir repartir dans l'entreprise. Alors, j'ai une question qui est plutôt intéressante sur le sujet. Les délégués du personnel peuvent-ils être associés à la démarche de reprise? Oui. C'est-à-dire, à quel moment? En fait, ils peuvent être associés si le collaborateur les sollicite. Après, en amont de la reprise, ça veut dire qu'à partir du moment où quand même si le collaborateur contacte les délégués du personnel, c'est qu'il y a quand même une situation de tension. Voilà. Si le dialogue ne se fait pas de façon je dirais facile avec l'entreprise, c'est que là il y a un problème effectivement au niveau du salarié, de son manager, enfin de l'entreprise en général. Voilà. Donc en amont de la reprise et pendant la reprise aussi. Voilà. À titre d'éclairage, dans le cadre de la rupture conventionnelle, c'est prévu dans les textes et dans le cadrage de la rupture, la question de associer ou non des personnes tierces, dont les délégués du personnel potentiel. Oui, tout à fait, c'est inclus. Mais bon, après, pour en avoir, moi, géré, parce que moi, je suis une ancienne RH, pour avoir géré pas mal de ruptures conventionnelles, il n'y avait pas nécessairement les représentants du personnel. On peut tout à fait négocier ça directement avec le salarié, l'entreprise et le salarié. Si le salarié souhaite effectivement qu'ils interviennent, là, il a tout à fait le droit, bien sûr. Alors, il y a aussi une possibilité, c'est que l'employeur ne souhaite pas en fait, ou ce soit compliqué pour lui la réintégration du salarié. Comment ça se présente et quelles actions on peut mettre en place? Alors, je dirais que l'employeur ne peut pas intégrer de salarié. Oui, ça peut être même à différents niveaux. Ça peut être effectivement aussi le responsable, tu l'as dit tout à l'heure, la personne elle est absente, elle part, l'équipe c'est peut-être restructurée, travailler différemment. Donc effectivement, ça peut être compliqué de réintégrer un salarié parce que l'entreprise elle a continué à évoluer, à se transformer, et donc les conditions vont être un peu plus difficiles. Donc là, vraiment, déjà, la base, c'est de former les managers et les RH aux bonnes pratiques pour réintégrer une personne, pour gérer ce retour au travail. Parce que si la personne ne peut pas reprendre dans l'équipe où elle était, je rappelle que l'employeur a une obligation de le réintégrer. Il a une obligation. Donc, c'est de trouver une solution pour pouvoir le positionner dans une autre équipe sur un poste équivalent. Donc là, ça se travaille aussi en amont, soit au niveau de l'équipe en elle-même ou de l'entreprise de façon générale pour pouvoir réintégrer le collaborateur. Après, on peut aussi avoir des freins au niveau du manager, parce que le manager, lui, il aura eu un mode de fonctionnement sans ce collaborateur-là. Et le fait qu'il revienne, il va aussi peut-être se poser la question comment je vais le réintégrer. Donc là, c'est aussi vraiment de bien accompagner les managers de proximité et les fonctions RH par rapport à ça. Après, c'est aussi de voir comment on peut, si la personne a des problèmes pour reprendre son poste qui sont liés à sa santé, quelles sont
quels sont les aménagements possibles de poste, comment on peut justement aider le collaborateur à reprendre son poste dans des bonnes conditions. Et donc là, le médecin du travail ou d'autres organismes qu'on pourra voir par la suite peuvent intervenir pour aménager le poste et surtout impliquer, ça c'est vraiment le mot, c'est dans ce cas-là, impliquer le salarié pour favoriser son retour et l'impliquer dans qu'est-ce qu'on va mettre en place, qu'est-ce qu'il est nécessaire pour lui qu'il puisse reprendre correctement. Et si vraiment, à un moment donné, toutes ces solutions elles ne sont pas possibles, on peut effectivement proposer une rupture conventionnelle comme une solution à l'amiable, comme je disais tout à l'heure. On en a parlé effectivement en accord avec le salarié. C'est souvent un moyen de solutionner une situation qui peut être un peu de tension entre l'entreprise et le salarié. Ça peut être effectivement la façon de solutionner ça. Et comme on l'a dit aussi, il y a des organismes qui peuvent aider, des services spécialisés dans de travail pour pouvoir faire un audit au niveau du poste, au niveau de l'entreprise pour permettre effectivement le retour. Et l'entretien professionnel, je rappelle, qui est obligatoire, quand un collaborateur reprend après un long arrêt, quel que soit le motif, il doit avoir un entretien professionnel. Donc, soit effectivement, cet entretien professionnel peut être réalisé en interne. Dans beaucoup d'entreprises, dans des grosses structures, c'est réalisé en interne. Mais ce qui est intéressant aussi, là, dans ce qu'on propose, c'est de le faire réaliser par quelqu'un d'extérieur, parce que ça permettra d'avoir aussi quelqu'un à qui le collaborateur pourra peut-être plus facilement s'exprimer et d'avoir un regard externe pour pouvoir justement proposer des solutions de réintégration, d'évolution du collaborateur. Oui, puis éviter peut-être des maladresses de part et d'autre, d'ailleurs, parce qu'on est dans une situation délicate et il peut y avoir des maladresses. C'est quand même très, très particulier. On constate souvent beaucoup de choses. Alors, si on fait appel à des intervenants externes, on venait d'en parler, dans quel cadre ça se présente et pourquoi on peut les solliciter? Donc, les intervenants internes, effectivement, alors, tout ça, c'est en lien, c'est le service des ressources humaines qui va coordonner tout ça. C'est lui qui va suivre, déjà, comme tu disais tout à l'heure, les arrêts maladie qui arrivent. Donc après, c'est vrai que ça peut être, il y a plusieurs points d'entrée. La RH va recevoir les arrêts maladie, mais comme on le disait tout à l'heure, le collaborateur peut rester en contact soit avec son manager ou soit avec l'entreprise de façon plus générale pour pouvoir le tenir au courant de l'évolution de ses arrêts, de la prolongation éventuelle. Donc en fait, c'est coordonner toutes ces personnes-là en interne, que ce soit le service des ressources humaines qui, lui, à partir du moment où il aura l'information de la date de reprise du collaborateur, va mettre en place ses obligations légales, comme on en a parlé au début, mais aussi de se dire, de travailler avec le manager, comment on réintègre cette personne, de former effectivement, d'accompagner le manager à l'entretien de réintégration, parce que ça c'est hyper important aussi. Je vais me permettre juste un éclairage, c'est aussi de former le manager pour garder le lien, parce qu'en fait il ne faut pas se tromper sur garder le lien. Garder le lien ne veut pas dire je t'appelle pour savoir où tu as mis rangé tel document et comment ça marche et puis sur ce dossier t'en es où. C'est garder le lien, c'est comment ça va sur ton arrêt et quand est-ce que tu penses revenir, point. C'est-à-dire qu'il faut vraiment faire attention sur voilà. Et même quand est-ce que tu penses revenir, il faut faire attention, il ne faut pas que ça soit perçu par le collaborateur Bien comme sûr. une pression. C'est comment tu vas, comment tu te sens, comment se passent les soins que tu as ou comment se passe ton arrêt, de laisser d'avoir des questions qui soient déjà, il faut que le manager ait un réel intérêt. Parce que si le manager appelle juste le collaborateur pour lui demander où il a mis le dossier, un tel, c'est sûr que le collaborateur qui vit peut-être des choses difficiles à ce moment-là, il va pas très bien le vivre, qu'on l'appelle juste pour savoir où il a mis le dossier, un tel. Alors que si le manager est dans cette posture de prendre de ses nouvelles, de lui demander comment il va, ça sera déjà une autre relation. Ouais. Et donc ça pourra favoriser effectivement peut-être la question de savoir où il a mis le dossier Intel. C'est-à-dire qu'il sera, en fait, le manager ne l'appellera pas que pour ça. Il l'appellera déjà parce qu'il va faire un suivi, savoir comment ça se passe, mais pas de questions intrusives. Attention, il n'a pas à les poser et d'être toujours dans l'écoute de ce que le collaborateur va lui dire et de pouvoir bien l'accompagner à exprimer ce qu'il attend par rapport à son retour.
Donc ça, alors parfois, on peut aussi avoir de la communication qui parle de la service ressources humaines, parce que s'il y a des changements internes dans l'entreprise, que le collaborateur ne soit pas non plus complètement à l'écart de tout ça. S'il y a de la communication institutionnelle au sein de l'entreprise, que le collaborateur en arrêt maladie puisse aussi avoir connaissance de ça. Il faut qu'il ait toutes les infos. Ouais, on a parlé de l'interne et d'un point de vue externe alors. Comment, D'un point de vue externe, là en fait, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il y a différents façons d'intervenir. On peut avoir quelqu'un qui va conseiller sur tout ce qui est risque professionnel par rapport à la reprise et même par rapport à la suite, pour vos travail. On a parlé d'outplacement tout à l'heure, donc on peut avoir effectivement des consultants là-dessus, de psychologues du travail qui peuvent accompagner aussi dans le cas notamment de burn-out ou de maladies type cancer ou autre, pour pouvoir accompagner la personne pour qu'elle puisse bien reprendre. Et il y a tout ce qu'on a parlé aussi de formateurs professionnels, donc là qui vont intervenir soit à travers ce qu'on disait tout à l'heure, les bilans de compétences, la formation, l'accompagnement à la reprise, et le service d'audit, de conseil, et un médiateur si, là, on est dans une situation un peu de tension. Ouais. D'accord. Donc là, on a vu les possibilités de faire appel à des personnes extérieures. Alors les intérêts, on les voit, ils sont multiples, une objectivité, une neutralité, on en a parlé, une expertise spécialisée, un soutien psychologique, et puis après, on a la question de l'innovation et des bonnes pratiques qui peuvent être générales. Et on peut avoir des accompagnements globaux là-dessus. Il y a des gens qui peuvent intervenir à tous ces différents champs d'intervention. On va essayer de faire un focus sur les bonnes pratiques à avoir pour le coup. Donc, dans les bonnes pratiques, il y en a un certain nombre. On en a parlé. Voilà. Donc, Blandine, tu veux peut-être les exposer ? En fait, on en revient à la communication aussi, éviter, garder le lien, oui, donc parce que j'étais vraiment sur ça, donc garder le lien avec le collaborateur, éviter bien sûr les non-dits, ce que je disais tout à l'heure, continuer à lui communiquer des informations concernant la vie de son service et de son entreprise. C'est pas parce qu'il n'est pas dans l'entreprise qu'il n'a pas à savoir ça, et au contraire, ça maintient le lien. Ça maintient le lien pour qu'il voit comment l'entreprise évolue, comment son service aussi bouge. Mais ça, c'est de la communication qu'il aurait eu en tant que collaborateur. Donc là, on lui communique ça. On n'est pas en train de lui mettre la pression pour lui demander, voilà, il se passe ça, quand est-ce que tu reviens ? Et puis après, de pouvoir initier des points. Alors attention, parce que toujours avec précaution, pour lui proposer qu'il nous donne des nouvelles, s'il en a envie, s'il le peut, que ça soit pas, faut pas que ça soit intrusif, parce qu'on n'a pas le droit d'appeler comme ça tout le temps un collaborateur, donc il faut que ça se fasse vraiment dans la volonté de prendre des nouvelles du collaborateur, de l'accompagner, de comprendre de l'accompagner dans ce qu'il vit, et tout ça pour favoriser son retour. Donc ça, c'est vraiment d'aller former aussi les managers par rapport à ça. D'accord. On va en parler après, je pense. Alors, d'un point de vue émotionnel, évidemment, dans les bonnes pratiques, il y a des choses à voir sur la bienveillance et comment on s'y prend. Oui, bien sûr. Parce qu'en fait, un collaborateur si on prend l'exemple du burn-out qui va vraiment illustrer là, ce qui est noté, un collaborateur qui fait un burn-out, c'est un collaborateur qui est par définition très impliqué dans son travail, et qui, le burn-out, c'est le trop. C'est trop de travail, trop de charges, trop d'implication. Donc là, en fait, le collaborateur qui va être arrêté pour ça, il va passer par une phase de culpabilité, parce qu'en fait, il ne conçoit pas, il a une valeur de travail très importante, et s'arrêter, c'est de lâcher son entreprise, lâcher ses collègues, lâcher ses collaborateurs. Donc là, ça va être très compliqué pour lui de vivre cet arrêt-là, et surtout, vu que c'est son corps qui va le lâcher là, il va pas comprendre à ce coup ce qui lui arrive. Donc ça, c'est le cas du burn-out, mais des personnes qui vivent des situations médicales difficiles, elles vont effectivement avoir des choses émotionnelles très, très lourdes à gérer, et voilà, du stress, de la crainte, des interrogations, pas seulement liées à ce qu'elles sont, elles, en train de vivre. Donc un arrêt de travail de longue durée, ça va impacter toute leur vie personnelle, donc ça, c'est aussi tout ça à prendre en compte, et c'est pour ça que l'émotionnel est hyper important. Ça veut dire, on entend souvent ce genre de choses-là, des gens qui sont en phase d'épuisement professionnel, qui continuent à bosser même en arrêt. Ça veut dire que de manière bienveillante, il faut quand même lui faire comprendre qu'il faut qu'il s'arrête vraiment, qu'en fait. Oui. C'est compliqué, parce que si on continue à recevoir des mails, on continue à recevoir des infos, des dossiers, des trucs en route, etc.
normalement, c'est stop, quoi. Enfin, vraiment, on arrête. Alors que normalement, je rappelle que ça pourrait être intelligent. Et c'est ça, c'est compliqué, en fait. Normalement, c'est stop. Quand on est en arrêt, quand on est en arrêt, on est en arrêt. Si le médecin nous a arrêtés, c'est qu'on a besoin de se reposer, quel que soit le motif de l'arrêt. Oui. Alors, je vois une question où on me demande si, dans le cas d'un burn-out, en fait, il n'est pas interdit de communiquer avec la personne. Alors, il est interdit de communiquer sur la question du travail. Par contre, il n'est pas interdit de communiquer avec la personne puisqu'on doit continuer à prendre des nouvelles, notamment sur les durées de l'arrêt, la suite, etc. Ne serait-ce qu'une communication informelle à minima, en tout cas. Alors, c'est vrai que ça peut être un peu plus complexe dans le cas d'un burn-out parce qu'il est souvent préconisé par les psychologues du travail ou les psychologues tout simplement qui vont suivre cette personne qui n'est pas en contact avec son travail. Mais comme tu disais, c'est juste de garder un lien sur la durée des arrêts et progressivement d'essayer de renouer le dialogue avec ce collaborateur et de comprendre, parce que ça aussi c'est le rôle de l'entreprise. Si le collaborateur a fait un burn-out, qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce que je mets en place pour quand il revient, pour pas que ça se renouvelle ? D'accord. Alors, dans les bonnes pratiques, je vois le temps qui tourne, donc j'avance un petit peu. On a aussi l'accompagnement au retour, on en a parlé tout à l'heure. Donc, dans cet accompagnement, on a plusieurs sujets. Tu veux bien les exposer rapidement ? En fait, on peut être accompagné par différents types de profils, en sachant que ce sont tous des personnes qui sont, que ce soit des coachs, des accompagnants ou des sociétés qui vont accompagner sur la QVT, ce sont des personnes qui sont formées à ça, qui vont avoir effectivement la bonne posture pour accompagner le collaborateur. Donc là, si on est sur un coach, un formateur, un accompagnement, donc là, en fonction de ce qui aura été décidé, ça peut être, tout à l'heure on en parlait, ou soit de la réaménagement de son poste de travail, et puis après, effectivement, on a parlé aussi de rupture du contrat d'un commun accord. En tout cas, il n'y a pas de règles, en fait, chaque cas est individuel. En fonction de la situation du collaborateur, ce sera peut-être plutôt un coach qui va accompagner, ou peut-être on va travailler sur son poste de travail. Donc là, ça peut être avec le médecin du travail et un ergonome. Ça, c'est vraiment en fonction de la problématique, et c'est là où les RH doivent aussi bien identifier qu'est-ce que je mets en place comme accompagnement pour que le salarié puisse reprendre son travail. Et alors après, il y a la question du management, pour le coup. Donc la CNV, la communication non violente, pour le coup, c'est un vrai enjeu en fait. On en a parlé tout à l'heure, donc je vais pas m'attarder trop sur ce sujet. On va pas s'attarder trop sur ce sujet, mais vraiment avoir un discours transparent, non violent et honnête. C'est-à-dire qu'on a dans les gens, on a des retours qui sont très 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 violents et les gens se rendent pas compte. Et quand on discute avec le manager, il ne s'est même pas rendu compte en fait. Il n'y a pas de malveillance dans ses propos. Mais pour autant, ça a été accueilli comme étant quelque chose d'extrêmement malveillant. Et donc, on a beaucoup parlé aussi du collaborateur et du manager, mais il y a aussi tout l'accompagnement auprès de l'équipe. C'est-à-dire bien sûr. Voilà. Ok, alors on va essayer de vous exposer quelques astuces. Dans les astuces, en fait, évidemment, apprendre à manager et accompagner un retour à l'emploi, ça ne s'improvise pas. Donc, on peut avoir aussi des formations autour du manager de proximité, mais pas que, les équipes aussi, tu en parlais à l'instant, sur des questions de posture, d'expression des besoins, de lever des appréhensions, des retours de son ou sa collaboratrice, auprès de soi, mais aussi auprès des équipes. Et du coup, l'idée, c'est de travailler un retour gagnant-gagnant, c'est ça vraiment l'enjeu, avec l'ensemble de l'équipe. Donc, gagnant-gagnant pour la personne, pour nous et pour l'ensemble de l'équipe. Là encore, on est sur un sujet de congruence. Je ne vais pas revenir là-dessus, mais c'est le prochain sujet du prochain webinaire, d'ailleurs, si vous souhaitez vous interroger là-dessus. Une des solutions, c'est favoriser la formation du manager, on en a parlé, ou externaliser un certain nombre de choses. Pardon. Il s'agit également de favoriser un retour fluide pour le salarié en proposant des dispositifs facilitateurs d'entretien pro, de bilan de compétences, de formation, pourquoi pas de VAE pour une montée en compétences au sein de l'entreprise. Donc ça, ce sont des enjeux hyper importants. Alors, en synthèse, l'idée, c'est et qu'on ne se trompe pas, l'enjeu, c'est le dialogue, la transparence, la bienveillance et l'intelligence collective, c'est-à-dire que c'est l'enjeu de tout le monde, les services RH, les équipes, les managers et la personne qui elle-même est en arrêt, puisque en fait, très souvent, elle est également responsable de la situation dans laquelle elle se trouve. C'est pas forcément
la faute de l'employeur ou que du manager. Il faut bien entendre ce truc-là. L'épuisement professionnel, très souvent, personne n'a demandé à la personne de faire 10-15 heures par jour. C'est pas le sujet. C'est elle qui s'est auto-alimentée dans cette idée-là, en tout cas. Et c'est très, très souvent le cas. Donc, je tiens à le préciser que ce n'est pas un procès d'intention pour l'employeur et ni un procès d'intention pour les salariés. C'est vraiment l'enjeu de tout le monde. Et c'est hyper important. Donc, un retour au travail après un arrêt longue durée, ça nécessite une préparation et un accompagnement spécifique. Et c'est un vrai enjeu. Et c'est en ça qu'on peut, en fait, un certain nombre d'organismes comme le nôtre, hein, je ne me positionne pas forcément là-dessus, peuvent vous accompagner et vous aider sur divers sujets. En tout cas, merci de nous avoir suivis sur ce sujet-là. Merci Marie pour la qualité de technique et puis merci Blandine pour tes éclairages et tous les enjeux que tu as pu nous apporter autour de ce sujet-là. Merci à tous de votre écoute et puis une très très bonne continuation, une très bonne journée. Au revoir. Au revoir. Merci.